Vous voyez quoi sur cette image? A priori, deux filles qui s'enlacent au milieu de la rue. Une scène particulièrement banale dans une rue, vous me direz, sauf que dans ce cas précis, pas tant que ça. Parce que chacune de ces deux filles a un lourd secret à raconter à l'autre. Si lourd d'ailleurs, que l'une d'entre elles va mourir dans d'atroces souffrances. En réalité, ce sont même deux personnes qui vont perdre la vie parce que, sur cette image, il y a en fait trois personnes. Même si la troisième est, pour l'instant, invisible à vos yeux. Je vous sens perdu, et très curieux surtout. Donc on va pas perdre plus de temps. Je vous invite à faire toute la lumière sur cette affaire qui a profondément marqué l'Italie. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle pas cool. Pas cool du tout. Alors de manière générale, c'est pas cool sur cette chaîne, mais là... Bref, on va voir ça dans un instant, mais si vous appréciez découvrir ce genre d'enquête, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup et je vous remercie. L'année 2023 commence de la plus merveilleuse des façons pour Giulia Tramontano, une jeune femme de 29 ans originaire de Naples, en Italie. Douée dans son domaine, la vente de biens immobiliers, elle réussit peu à peu à tirer son épingle du jeu et à se faire connaître en tant qu'agent. Et ce n'est pas rien, car celle qui a été élevée dans les valeurs chrétiennes a toujours mis un point d'honneur à réussir sans écraser les autres pour se faire sa place. C'est une conception. Enfin, c'est pas comme ça qu'on devient milliardaire. Faut écraser des gens pour ça. Et je suis bien placé pour parler du sujet, vu que je me fais écraser littéralement tous les jours. Un vrai paillasson. Allez-y, monsieur Musk, essuyez bien. Sa détermination, sa gentillesse et son honnêteté finissent par payer. Passionnée par son travail, Giulia est d'ailleurs connue pour ça. Mais il n'y a pas que dans la sphère professionnelle que la belle italienne se sent parfaitement épanouie. Elle a en effet appris quelques mois plus tôt qu'elle portait la vie. Un petit garçon pour qui elle a déjà choisi un prénom, Thiago. Ce bébé qui grandit en elle, elle ne l'a pas fait toute seule, mais avec un homme. Heureusement que je suis là pour vous apprendre des trucs, hein. Sinon vous seriez vraiment des hommes et des femmes des cavernes. Cet homme, elle en est tombée amoureuse il y a 3 ans. Le repapa se nomme Alessandro Impagnatiello. Le couple s'est rencontré à Milan en 2019, puis a emménagé ensemble un an plus tard à Senago, une petite commune située à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de là. Barman dans un hôtel de luxe, Alessandro, âgé de 30 ans, part donc tous les matins pour Milan, tandis que sa petite amie prépare activement l'arrivée de leur fils, prévu 2 mois plus tard. Mais même s'ils travaillent beaucoup, c'est bien à deux que les amoureux bâtissent leur avenir. Giulia sait que c'est auprès de cet homme qu'elle veut vieillir, devenir mère, et même construire une maison. Proche de sa famille et notamment de sa mère, elle lui envoie régulièrement des photos de son ventre rond et discute avec elle de ses dernières emplettes pour la chambre de leur premier enfant. Seul point noir au tableau, la future maman ne vit pas très bien ses derniers mois de grossesse. Sa santé semble se détériorer depuis quelque temps, comme si son corps ne supportait plus tout ce que ça implique. Parfois, elle ressent comme de vives douleurs dans le ventre, des maux de tête horribles et une fatigue qu'elle trouve inhabituelle. Bon, après tout, c'est sa première grossesse, donc elle ne sait pas précisément à quoi s'attendre. Ce sont certainement ses hormones qui font le yo-yo, donc elle ne s'alerte pas plus que ça. Mais mine de rien, ses collègues de travail et ses proches remarquent eux aussi à quel point son teint est pâle, et ses lèvres sèches et tremblantes. Seulement Giulia ne veut pas s'inquiéter à l'excès. Tout ça fait forcément partie du jeu. Il lui suffit simplement de se reposer davantage et de lever le pied au travail. Alessandro, lui, manifeste son soutien à sa petite amie, en lui proposant parfois une tasse de thé ou en lui faisant couler un bain chaud. On a vu plus impliqué comme père. Il aurait pu l'amener aux urgences, au hasard, mais bon, c'est comme ça. Les jours passent et les symptômes de la pauvre Giulia ne font que s'aggraver. Elle souffre de plus en plus souvent de violentes crampes d'estomac, qu'elle ne s'explique pas, et qui lui semblent de moins en moins cohérents avec sa grossesse. C'en est d'ailleurs au point où elle pense être allergique aux vitamines prénatales qu'elle prend quotidiennement. Elle change donc plusieurs fois de compléments et de régime alimentaire. Malheureusement, sans que ça ne change quoi que ce soit. Mais s'il n'y avait que ça irait encore. Parce qu'à ce moment, son état de santé n'est pas la seule chose qui la préoccupe. En effet, le père de son enfant semble plus distant qu'avant, nerveux et froid à la fois. En un mot, bizarre. Bien qu'elle ne le comprenne pas, la jeune femme choisit de ne pas lui en tenir rigueur et de mettre ce changement d'attitude, un peu désarçonnant, sur le compte de sa future paternité. Il est stressé, fatigué, ce qu'elle peut comprendre. Dans l'espoir de préserver son couple et aussi cette précieuse vie de famille qu'ils commencent à bâtir tous les deux, elle passe donc l'éponge la plupart du temps. Seulement, tous ses efforts ne lui permettent pas d'éviter les tensions qui s'accumulent. Le 27 mai 2023,
elles atteignent leur point d'orgue. Une violente dispute éclate dans l'appartement du couple à Senago. Et pas pour n'importe quelle raison. Julia vient de découvrir que l'homme qu'elle aime, celui en qui elle a toute confiance et avec qui elle et leur bébé vont bientôt former une famille, lui ment depuis des mois. C'est peut-être la pire des découvertes que la future maman pouvait faire. La trahison la plus ignoble. Alessandro mène en réalité une double vie. Car il n'a pas seulement trompé Julia, non, il entretient une relation amoureuse des plus sérieuses avec une autre femme. Et ce depuis environ 1 an. Si la future mère a eu connaissance de cette information, ce n'est pas un hasard. En fait, son conjoint lui avait déjà été infidèle quelques mois plus tôt, avec une autre femme, et elle l'avait quitté pour cette raison. Mais après avoir appris sa grossesse, elle a voulu laisser une seconde chance à son couple. Et oui, si vous avez bien suivi, vous aurez donc compris que notre homme trompait aussi sa maîtresse, cumulant au moins jusqu'à 3 relations à la fois. 3. En même temps, si on met de côté l'aspect moral, sacré cardio, hein. C'est pas barman qu'il fallait faire. Quoi qu'il en soit, c'est donc légitimement que Julia se méfie de la conception de la fidélité chez Alessandro. Et en ce mois de mai, elle commence justement à nourrir de nouveaux soupçons à son encontre. Oui, encore. À cette période, elle est contactée par une inconnue via les réseaux sociaux. Cette femme, un peu plus jeune qu'elle, est une collègue de son petit ami employé dans le même hôtel de luxe que lui. Elle est tombée sur une photo de vacances récente de Julia et Alessandro. Et c'est suite à ça qu'elle a décidé de la contacter. Elle voudrait d'ailleurs la rencontrer le plus rapidement possible, pour discuter de choses importantes avec elle. C'est plutôt étrange, mais la future mère sent bien au plus profond d'elle-même que ses pires craintes n'étaient peut-être pas infondées, et qu'elle doit écouter ce que cette mystérieuse inconnue a à dire. C'est ainsi que toutes les deux se donnent rendez-vous quelques heures plus tard, le soir du 27 mai, à l'hôtel où elle travaille avec Alessandro. La vérité, glaçante, tombe lorsque la collègue d'Alessandro informe Julia qu'elle et lui sont en couple depuis 1 an et ont même des projets d'avenir ensemble. La future maman réalise douloureusement qu'en fait, l'homme qu'elle aime n'a jamais cessé de l'embobiner. Voilà ce qui explique les heures supplémentaires. Pour la jeune femme qui voulait tellement croire en ce bel avenir commun avec leur fils, la prise de conscience est terriblement douloureuse. C'est un véritable raz-de-marée qui emporte tout sur son passage. Les rêves, la joie et la confiance. En plus de ça, la maîtresse lui apprend qu'elle n'était pas du tout au courant de son existence. Enfin, si, dans un sens, elle connaissait Julia. Sauf qu'Alessandro l'avait dépeinte comme une ex-petite copine dépressive et atteinte d'un trouble mental. Et que, s'il n'avait plus aucune relation avec elle, il acceptait tout de même d'aller la voir de temps à autre pour la soutenir moralement. Ah, il a envoyé tout ce qu'il avait sous la main pour convaincre là. Sauf que la réalité est bien différente. Et c'est ce dont prennent conscience les deux femmes, horrifiées par la situation. Toutes deux sont trompées en parallèle et manipulées par le trentenaire qui leur sert les mêmes mensonges pour se dégager du temps et jongler entre l'une et l'autre. Cerise sur le gâteau pour la maîtresse qui, au final, n'avait même pas conscience de l'être, Julia porte l'enfant d'Alessandro. Un enfant qu'il dit avoir hâte d'accueillir, alors même qu'elle était tombée enceinte de lui début 2023, soit 3 mois après Julia, et qu'il l'avait convaincu de mettre un terme à sa grossesse. Ce petit génie a donc réussi à mettre ses 2 compagnes enceintes quasiment au même moment. C'est sûr que ça aurait commencé à faire beaucoup d'enfants, là. Et même avec une bonne paix, il serait devenu compliqué pour le barman de subvenir aux besoins de tout ce petit monde. Mais pire encore, ces 2 grossesses et tout ce qu'elles impliquaient risquaient de faire éclater la vérité à un moment ou à un autre. Et ça, c'était inenvisageable, après tout ce qu'il avait fait pour protéger son secret. Dans tous les cas, on peut dire qu'il vient de se planter en beauté. Et effectivement, Julia, profondément dévastée, ne compte pas en rester là. Suite à son rendez-vous avec la petite amie secrète d'Alessandro, elle appelle ses proches en pleurs pour les informer de la découverte. Mais surtout, qu'elle compte bien quitter le père de Thiago. Et définitivement cette fois-ci. Ce soir-là, des éclats de voix résonnent entre les murs de l'appartement. Alessandro est mis au pied du mur. Le ressentiment et la colère se nouent dans la gorge de la future maman à mesure qu'elle place l'homme qu'elle aime face à ses responsabilités. Mais elle ne veut pas lui épargner cette confrontation. Alors les larmes roulent, le ton monte et le mot est lâché. Elle part. Dès qu'elle le pourra, elle quittera cet appartement où elle ne se sent désormais plus chez elle. Et elle ira élever leur fils seule, sans son aide. Un peu après 21h, Julia envoie un SMS à une amie. Elle lui indique qu'elle est épuisée et qu'elle doit se reposer. Honnêtement, ça se comprend. Entre ses problèmes de santé, le choc de sa découverte et la violente dispute qu'elle vient d'avoir avec le père de son enfant à naître, elle est à bout sur tous les plans et ne tient plus debout. Elle pose donc son téléphone pour, si l'on en croit ce dernier message, aller se coucher.
très probablement sans son compagnon. Sauf que ce SMS sera le dernier que la jeune femme enverra, car le lendemain matin, elle s'est comme évaporée. On dit qu'une mère sent lorsque son enfant va mal ou que quelque chose ne tourne pas rond. C'est le cas de Loredana, la mère de Giulia qui, dès ce dimanche 28 mai, ne s'explique pas pourquoi sa fille ne l'appelle pas comme elle a pourtant l'habitude de le faire. Son téléphone est inactif et les messages et les appels de Loredana ainsi que du reste de sa famille restent sans réponse. D'ailleurs, Alessandro envoie lui aussi plusieurs messages sur WhatsApp à la jeune femme, en lui demandant où elle est et pourquoi elle ne lui répond pas. Il part tout de même travailler, et la journée passe, mais dans la soirée, il se résout à aller signaler sa disparition à la gendarmerie. Enfin, disons qu'il est plutôt très fortement encouragé à effectuer cette démarche par Loredana, qui ne cesse d'insister à ce sujet. C'est donc accompagné de sa propre mère que le barman milanais rencontre les carabiniers, l'équivalent de notre gendarmerie nationale, pour leur faire part de la situation concernant sa compagne. Lors de cette première déclaration, il admet tout de suite qu'ils se sont disputés la veille. Et il suppose qu'elle a quitté la maison suite à cette altercation en emportant quelques affaires avec elle. En soi, le fait qu'elle soit partie n'est pas vraiment le problème, car il n'aurait pas cherché à la retenir contre son gré. Mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que depuis lors, elle ne répond plus à ses messages. Et sachant qu'elle est enceinte de 7 mois, il préférerait être rassuré. Sauf que ce n'est pas tout. En fait, la future maman n'a plus donné de signe de vie à personne depuis la veille au soir. On comprendrait qu'elle n'ait pas envie de répondre à Alessandro le serial niqueur s'il est la source de ses problèmes. Soit, mais pourquoi rester aux abonnés absents lorsqu'il s'agit de sa mère, sa sœur, ou ses amis proches qui cherchent à avoir de ses nouvelles? D'ailleurs, sa sœur Chiara est tellement sûre que Giulia n'a pas disparu volontairement qu'elle contacte la rédaction d'une célèbre émission de télévision italienne ce dimanche soir. Le programme, baptisé Chi l'ha visto, ou Qui l'a vu en français, très populaire dans le pays, est consacré à la recherche de personnes disparues ou à la résolution de crimes mystérieux. Grâce à ce témoignage du public, mais aussi aux réseaux sociaux sur lesquels la famille de Giulia poste de nombreux avis de recherche, sa disparition devient très vite virale. Et préoccupante aussi. N'oublions pas qu'il s'agit d'une femme enceinte de 7 mois, seule, et qui n'avait pas la moindre raison de couper brusquement les ponts avec sa famille. En réalité, c'est même tout le contraire, si l'on considère le fait qu'elle venait de découvrir la liaison d'Alessandro, et qu'elle a tout de suite cherché le soutien de ses proches en les appelant. Mais pour le principal intéressé, il faut temporiser un peu. Certes, Giulia n'a prévenu personne de son départ, mais il n'y a pas de raison de crier au loup tout de suite. Il a vu sa petite amie le matin avant de partir au travail. Elle était en pyjama, bien vivante, malgré une humeur maussade, et elle a donc sûrement attendu qu'il s'absente pour s'en aller. En ce moment, elle est certainement en train de faire le point au calme quelque part, ce qui explique qu'elle ait éteint son téléphone portable. Il a même une petite idée de l'endroit où on pourrait la trouver. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Parce que si la jeune femme se trouve effectivement là où il le pense, ça permettrait à tout le monde d'être rassuré et on en resterait là. Le problème, l'adresse qu'Alessandro donne aux carabiniers est fictive. Il a juste inventé. Le souci à présent, c'est qu'on regarde le futur père avec suspicion. On se demande ce qu'il cherchait à faire avec cette fausse information. Gagner du temps? Attirer l'attention? Jouer à une espèce de jeu de piste sordide avec les enquêteurs? C'est dommage pour lui et, entre nous, pas franchement intelligent. Car jusque-là, sa version ne semblait pas illogique. On peut dire que l'expression « se tirer une balle dans le pied » vient de prendre tout son sens. En plus de ça, malgré les heures que les carabiniers passent à analyser les images des très nombreuses caméras de surveillance de Senago, la future mère n'apparaît strictement nulle part. Ce qui est plutôt improbable dans le cas où elle serait effectivement partie d'elle-même. On devrait la voir, même l'espace de quelques secondes, car la quasi-totalité de la ville est couverte par le dispositif. Tandis que les recherches s'intensifient dans la commune et alentour, les carabiniers commencent à interroger chaque membre de l'entourage de Giulia pour faire le point sur sa vie privée. C'est alors qu'une jeune femme se présente spontanément à eux, la maîtresse d'Alessandro. Et c'est peu de dire que cette dernière a beaucoup de choses à leur raconter. Il y a bien sûr la liaison que le barman entretenait avec elle depuis de longs mois, tout en lui faisant croire qu'elle était sa seule petite amie. Puis la photo avec Giulia, ses doutes, le rendez-vous durant lequel les deux femmes réalisent avec horreur qu'Alessandro menait une double vie savamment organisée et tissée de mensonges. Mais le moment le plus intéressant, c'est lorsqu'elle explique ce qu'il s'est passé le soir du 27 mai.
juste avant que Giulia ne disparaisse. Les deux femmes continuent en effet à s'échanger des messages jusqu'à 23 heures. Après quoi, la future maman cesse soudainement de lui répondre. Alors, la collègue d'Alessandro l'appelle directement, inquiète. Le jeune homme rétorque qu'après leur dispute au sujet de toute cette histoire, elle est partie se coucher. Mais ça rassure pas vraiment sa maîtresse, qui ne comprend pas ce silence soudain et qui s'inquiète tout naturellement pour la future maman après une telle confrontation. Alors elle lui demande de lui donner une preuve que tout va bien. Mais bizarrement, Alessandro change son fusil d'épaule et déclare cette fois-ci qu'elle est allée dormir chez une amie. Quelques heures plus tard, en plein milieu de la nuit, le barman sonne à la porte de sa collègue de travail. Il est 3 heures du matin, lorsqu'elle l'entend geindre sous sa fenêtre, la suppliant de le laisser entrer pour s'expliquer. Il a même une bonne nouvelle à lui annoncer pour lui prouver son amour. Il peut lui certifier que Giulia ne se mettra plus jamais en travers de leur route. Mais la jeune femme, loin d'être en confiance et même apeurée, refuse de lui ouvrir. Elle en reste là jusqu'à ce qu'elle apprenne elle aussi la disparition de la future maman. Depuis, elle est plus convaincue que jamais qu'Alessandro est mêlé à toute cette histoire, de près ou de loin. Effectivement, son récit laisse à penser que le pire aurait pu se produire. Et surtout, il prouve que le compagnon de Giulia a menti lorsqu'il a déclaré qu'elle avait passé la nuit chez eux et qu'il l'avait aperçue le matin du 28, avant de partir au travail. Mais a-t-il menti à sa maîtresse ou au carabinier? Toujours est-il qu'en l'espace de 48 heures, ce dernier se hisse au rang de suspect principal et que l'affaire de disparition passe à une forte hypothèse d'homicide. Il devient alors plus qu'urgent d'aller perquisitionner le domicile conjugal. Malheureusement, il ne faut pas plus de quelques minutes dans l'appartement de Senago pour que les premiers soupçons se muent en certitude. Une certitude atroce, glaçante, que chaque nouvel indice vient renforcer au fur et à mesure de la perquisition. Tout d'abord, on constate que le téléphone portable de Giulia est encore sur place, ce qui discrédite la théorie du départ volontaire ou d'une sorte de retraite au calme dont avait parlé Alessandro. Si elle était partie avec quelques affaires, comme il l'affirme, nul doute qu'elle aurait aussi pensé à prendre son portable, au moins pour rester en contact avec sa famille. Mais c'est la découverte de l'unité scientifique des carabiniers, le RIS, qui va définitivement faire basculer le dossier. Le luminol, un révélateur de traces de sang que vous connaissez maintenant et qui émet une lumière bleue au contact de celui-ci, fait apparaître une énorme quantité d'hémoglobine dans le salon du couple. Il n'y a pas le moindre doute quant au fait que quelqu'un a perdu la vie dans cette pièce et que le responsable a tenté de maquiller son crime en utilisant de l'eau de javel et d'autres détergents pour frotter les taches. Le luminol est aussi pulvérisé dans le couloir, ainsi que l'escalier de l'immeuble. Et lorsque les agents du RIS éteignent la lumière afin d'observer la réaction du composé chimique, de longues traînées bleues illuminent le sol. On peut littéralement refaire le tracé du cadavre de la victime qui a été tuée dans la pièce principale, puis traînée jusqu'au garage de l'immeuble. La Volkswagen T-Roc du suspect subit donc le même traitement, pour un résultat similaire. Là aussi, on retrouve des projections du sang que l'on pense malheureusement appartenir à la jeune femme enceinte, notamment dans le coffre du véhicule. Tandis que le RIS termine ses expertises, Alessandro se trouve bien au chaud à l'unité d'enquête des carabiniers, son portable à la main. C'est là qu'il effectue une recherche sur Google, qui sera par la suite ajoutée au dossier en tant que preuve à charge. Il tape la phrase suivante à 11h06. Comment enlever des taches de sang? Littéralement, sous le nez des enquêteurs. Ouais, il a vraiment fait ça. Malheureusement pour lui, il a déjà un bon train de retard. Plus personne ne doute de son implication, ni malheureusement de la mort de Giulia et de leur fils à naître, Thiago. Le barman, placé face au témoignage de sa maîtresse, mais aussi et surtout au relevé de l'équipe scientifique, passe aux aveux 4 jours après le meurtre, le 31 mai. Et là, attention, parce qu'on va atteindre des sommets. Oui, on n'est pas encore tout en haut. Certes, Alessandro finit par admettre que Giulia est bien décédée et que c'est effectivement lui qui a mis un terme à la vie de sa compagne et de leur bébé. Mais il jure que c'était loin d'être son intention. Alors, quand on ne souhaite pas tuer quelqu'un, en général, ça s'appelle un accident. Et on ne balade pas le cadavre un peu partout pour aller s'en débarrasser, Dieu sait où, en racontant mensonge sur mensonge. Non, logiquement, on appelle les secours, avant que la personne en question ne se vide de son sang. Mais ce dont Alessandro tente de convaincre les carabiniers est encore bien plus gros. D'après ses dires, après le fameux rendez-vous du samedi 27 mai avec la maîtresse,
Julia lui envoie plusieurs messages WhatsApp dans lesquels elle lui explique qu'elle est au courant de tout. La jeune femme exprime toute sa colère et son dégoût, ainsi que sa volonté de le quitter. Sauf qu'elle est réellement chamboulée, dans un état second, au point qu'une fois à l'appartement, après leur dispute, elle se dirige dans la cuisine, saisit un couteau et tente de se tailler les veines, sans une seule pensée pour l'enfant qu'elle porte. Mortifié, Alessandro ne perd pas une seconde et se jette sur sa compagne pour lui retirer l'arme des mains. Seulement, Julia l'aurait supplié si fort de mettre fin à ses jours qu'il aurait fini par accepter de la libérer de ce poids. Il lui aurait donc porté un coup fatal au niveau de la gorge, les tuant elle et leur bébé. Mais c'était seulement par amour. Résultat, tout le monde est mort. Mais mort d'amour. Ça, c'est dit droit dans les yeux des carabiniers. Nul besoin de préciser que personne, strictement personne, ne croit à cette histoire délirante. Enfin, moi, on me raconte ça, je demande qui est le youtubeur de merde derrière ce prank tellement c'est n'importe quoi. Pour la justice, le seul moyen de connaître la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Julia et à Thiago, c'est de retrouver le corps de la jeune femme. Fort heureusement, la suite du récit raconté par Alessandro ressemble un peu plus à la réalité et va effectivement mener jusqu'à la dépouille. Juste après avoir ôté la vie de sa petite amie et à leur fils, le meurtrier tente de faire disparaître le corps. Pour ce faire, il tire le cadavre de Julia jusqu'à la salle de bain, le fait glisser dans la baignoire et tente d'y mettre le feu en l'aspergeant d'alcool éthylique. Mais ça ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'il avait espéré. Alors, plus tard dans la soirée, il décide de cacher les restes dans leur cave située au rez-de-chaussée. Il réfléchira plus tard à ce qu'il va bien pouvoir faire d'elle. C'est justement à peu près à ce moment que sa maîtresse l'appelle pour savoir où se trouve Julia. Alessandro répond qu'elle dort, puis qu'elle est allée se reposer chez une amie, alors que son cadavre en partie carbonisé gît un étage plus bas, dans l'obscurité, la saleté. Au milieu de la nuit, le barman redéplace une nouvelle fois le corps de sa victime et l'emmène cette fois-ci dans son garage. Là, armé d'un bidon d'essence et d'une allumette, il essaie à nouveau de faire disparaître toute trace de sa petite amie et de leur fils. Sauf qu'il a beau s'acharner à jouer les pyromanes, rien n'y fait. Le feu ne parvient pas à consumer entièrement les restes. Puisque c'est comme ça, il remonte se coucher. Ce n'est que vers 7h du matin que la caméra située à l'entrée de la résidence le filme en train de rejoindre sa voiture. Les bras chargés de sacs, qui, comme le démontrera la suite de l'enquête, contenait les vêtements de Julia gorgés de sang. Pour brouiller les pistes, et peut-être même parce qu'il se fiche complètement d'avoir massacré sa femme et leur futur enfant quelques heures plus tôt, il se rend sur son lieu de travail, où il prend son poste comme à son habitude. Le soir même, le meurtrier passe la porte de la gendarmerie de Senago, accompagné de sa mère pour signaler la disparition de celle qu'il aime et qui est enceinte de leur premier enfant. Mais Alessandro sait parfaitement où est Julia. Et le but, c'est que personne ne puisse jamais la retrouver. Voilà pourquoi le 31 mai au matin, soit 4 jours après le meurtre, il renettoie son appartement à fond et jette le corps de la jeune femme dans le coffre de sa voiture. Le conserver chez lui est devenu bien trop risqué, alors que la mobilisation pour la retrouver prend de l'ampleur. Et comme il semble impossible de la réduire à l'état de cendre, il songe qu'il serait préférable d'aller jeter le cadavre qui lui reste sur les bras quelque part, dans un coin inaccessible et un peu perdu. C'est pourtant à seulement quelques centaines de mètres de leur appartement qu'Alessandro déniche l'endroit parfait. Et c'est effectivement sur ces indications que l'on retrouve le corps partiellement carbonisé de Julia ainsi que son fœtus, abandonné à l'air libre, dans une zone isolée, près d'un immeuble en construction. La jeune femme est enroulée dans des sacs plastiques, et quelques chiffons ont été éparpillés grossièrement sur elle pour tenter de la dissimuler. Bien sûr, c'est une onde de choc terrible qui se propage dans toute la région milanaise, dès lors que la nouvelle est rendue publique. Les familles de Julia, mais aussi d'Alessandro, dont sa mère plus particulièrement, sont totalement détruites. Avant qu'il ne livre le pire des aveux, cette dernière refusait de croire que son fils puisse se rendre coupable d'un acte aussi abominable. Mais pour ses parents, le pire est peut-être encore à venir. C'est maintenant à la science de parler à travers l'autopsie pratiquée sur le corps de la future maman. Et elle va mettre en lumière une réalité nettement plus effroyable que l'histoire édulcorée contée par le coupable.
Plusieurs traces de départ de feu sont effectivement relevées sur le cadavre de Giulia. Le médecin légiste peut d'ailleurs certifier qu'elles ont été faites post-mortem, c'est-à-dire bien après le décès de la jeune femme. Et conformément à ce qu'Alessandro a déclaré lors de ses aveux, les vêtements et la peau présentent des marques de combustion incomplète, ce qui souligne la tentative de crémation avortée. Mais c'est à peu près tout ce qui colle avec son histoire. Le problème, ce n'est pas qu'on ne retrouve pas la plaie laissée par ce fameux coup de couteau qu'il lui aurait porté à la gorge pour la soulager de ses souffrances. Alors ça se voit pas, mais je tiens à préciser, dans mon texte j'ai mis des guillemets sur cette fin de phrase ahurissante. Mais bien au contraire, on dénombre pas moins de 37 coups de couteau, essentiellement répartis au niveau de la gorge et du haut du torse. Cependant, il ressort clairement que le premier coup de couteau lui a été porté dans le dos, sans qu'elle ne s'y attende. Après ça, Alessandro a laissé toute sa violence et sa colère se déchaîner sur la mère de son enfant, lui assénant plus d'une trentaine d'autres blessures mortelles, et une hémorragie qui lui sera fatale après. Et seulement après, j'insiste sur ce point. Le tout dernier coup de couteau, c'est une véritable boucherie. On est vraiment loin du récit initial que le meurtrier a tenté de faire avaler aux carabiniers. Giulia a fait l'objet d'un véritable massacre froid et déterminé. Et bien qu'aucune plaie à l'arme blanche n'ait été révélée au niveau du ventre, leur fils Thiago a malheureusement perdu la vie avec sa mère. Sur les indications d'Alessandro, l'arme du crime est retrouvée cachée dans le four de la cuisine du domicile conjugal. Elle provient de leur bloc de couteaux de cuisine. L'expertise médico-légale vient de mettre en relief les mensonges honteux du barman, qui aura tenté jusqu'au dernier moment de minimiser sa culpabilité. Mais donc, n'aurait-il pas menti sur d'autres aspects de ce meurtre abject? C'est ce que tentent de savoir les carabiniers en demandant une analyse toxicologique de la mère et de son bébé. Car selon la plupart des proches et des collègues de Giulia, les mois précédant sa mort, elle s'est plainte de symptômes étranges et plutôt inquiétants. Serait-il possible que, longtemps avant les faits, le barman ait tenté d'empoisonner sa compagne? Si la réponse est oui, ça ajouterait de fait la préméditation dans la balance, ce qui, entre nous, est bien différent d'une pulsion brusque et incontrôlée. Lorsque le résultat de ces analyses tombe, un effroi inimaginable saisit les enquêteurs. Le sang de Giulia, ainsi que celui du fœtus, contiennent tous deux une importante quantité de morts au rat, avec la preuve d'une nette augmentation d'administration au cours des dernières semaines. La jeune maman ainsi que le bébé qu'elle portait étaient empoisonnés à petit feu depuis bien longtemps. C'est ça qui lui provoquait nausées, fatigue, crampes d'estomac, pâleur. Tous ces symptômes qu'elle pensait naïvement liés à sa grossesse. À chaque fois qu'elle se sentait mal, Alessandro lui préparait gentiment une tasse de thé, qu'elle buvait en toute confiance, ignorant que chaque gorgée la poussait un peu plus dans la tombe. Mais depuis quand, exactement, tentait-il d'éliminer sa femme et leur bébé? L'analyse de l'ordinateur du barman apporte un élément de réponse, car on retrouve un historique de recherche daté de janvier 2023, c'est-à-dire 4 mois avant le meurtre. Et voici ce qu'ils lisent les carabiniers. Combien de quantité de mort au rat est nécessaire pour tuer une personne? Puis, parce que la mise à mort de Giulia n'est visiblement pas assez rapide à son goût, il cherche plus tard à savoir si l'administration du poison est atténuée dans une boisson chaude. Pourquoi il ne fait pas effet? Et combien de temps il faut attendre pour que la molécule agisse dans le sang? Avec son téléphone portable, il se renseigne aussi régulièrement sur le sujet, cherchant en plus de ça à savoir comment se débarrasser d'un corps, comment effacer des traces de sang. Et il s'intéresse de très près à un certain Alberto Stasi. Ce nom, les enquêteurs ne le connaissent que trop bien. C'est celui d'un homme qui s'est retrouvé au cœur d'une affaire extrêmement médiatisée en Italie en 2007. À cette époque, Alberto, qui est encore étudiant, assassine sa petite amie Chiara dans leur maison familiale de Garlasco, en Lombardie, avant d'alerter lui-même les secours, exactement comme l'a fait Alessandro avec Giulia. Lors de son procès en 2009, le meurtrier est acquitté en première instance. Un jugement qui est ensuite confirmé en appel 2 ans plus tard. Sauf qu'en 2013, la Cour de cassation annule l'acquittement et demande un nouveau procès, ce qui le conduit cette fois-ci à une condamnation ferme de 15 ans de prison. Si ce féminicide, qui a profondément marqué l'opinion publique italienne de l'époque, intéresse tant Alessandro, c'est justement parce qu'il cherchait à comprendre comment Alberto Stasi avait d'abord réussi à être acquitté
malgré les lourds soupçons qui pesaient contre lui. Mais on est bien loin du stade des soupçons en ce qui concerne l'assassin de Giulia, sur qui plane maintenant dangereusement l'ombre de la préméditation. Pas sûr que l'étude du cas Stasi lui suffise à obtenir l'acquittement devant la cour d'assises. L'ex-barman est inculpé de meurtre aggravé, de dissimulation de cadavres et d'interruption de grossesse sans consentement. Parmi les circonstances aggravantes, il y a donc non seulement la préméditation, relevée grâce aux nombreuses recherches effectuées sur Internet bien avant le meurtre et qui prouvent une volonté de planification du crime, mais aussi le fait de violence sur une femme enceinte, ainsi que la cruauté. Cependant, en ce qui concerne la tentative d'empoisonnement, elle n'est pas retenue en tant que telle. En effet, la justice italienne décrète que les doses administrées étaient insuffisantes pour provoquer un décès. Avant que ce procès extrêmement médiatisé ne débute, il reste toutefois un dernier élément à mettre en lumière. Le mobile du meurtre. Très clairement, celui d'Alessandro n'est pas le même que celui auquel conclut l'enquête. Pour le jeune homme, cet acte fort regrettable est à mettre sur le compte du stress. Et rien d'autre. D'ailleurs, il n'a jamais eu l'intention de tuer Giulia, et n'a pas prémédité quoi que ce soit. Toutes ses recherches, c'est un peu le fruit du hasard. Et s'il s'en est pris à sa compagne enceinte de 7 mois, c'est parce que sa double vie venait juste d'être dévoilée, et que cela le plongeait dans un état de profonde angoisse. Bon bah voilà. Le bonhomme gère mal les situations stressantes et il a donc malencontreusement massacré sa femme et leur bébé de 37 coups de couteau. C'est bien tenté, mais pas très crédible. Et pas forcément audible pour tous les gens stressés qui représentent environ 90% de la population mondiale. Aux yeux des experts, la vérité dans cette histoire est à chercher ailleurs. C'est plutôt sur la personnalité narcissique d'Alessandro qu'il se penche afin de trouver, si c'est possible, une explication à un tel bain de sang. Selon eux, l'homme est un pervers narcissique, cruel, froid et déterminé. Il aurait tué Giulia parce qu'elle l'avait démasqué, et qu'il ne voulait pas courir le risque que celle-ci révèle son vrai visage à ses proches. Mais aussi, certainement, pour se débarrasser d'elle afin de vivre sereinement sa liaison avec sa maîtresse. Ils en veulent pour preuve que s'il est passé aux aveux, ce n'est qu'une fois qu'il s'est trouvé dos au mur. C'est aussi la thèse soutenue par l'accusation lors du procès en janvier 2024, devant la cour d'assises de Milan. Selon la procureure, c'est une combinaison de psychopathie, de narcissisme et de machiavélisme qui a conduit à ce véritable drame. Et bien que la préméditation ne soit finalement pas retenue contre lui, à cause de certains aspects de la justice italienne, ce qui a exacerbé la colère de la famille de Giulia, Alessandro est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour son acte abominable, ainsi qu'à verser la somme de 200 000 € aux parents de Giulia et 150 000 € à son frère et à sa sœur. Cette sentence étant confirmée en appel en juin 2025, Alessandro passera donc le reste de ses jours derrière les barreaux. Tant mieux parce qu'on se demande comment la préméditation n'a pas été retenue. Enfin, l'essentiel est assuré avec cette condamnation. Voici pour cette affaire criminelle italienne. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Italie en commentaire. Merci d'être toujours présent sous les vidéos. Si vous avez aimé, vous pouvez la liker d'ailleurs. Je vous remercie également si vous vous êtes abonné. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye.